Gueules sur RMC, sur numéro 23 radio et télé pour les GG, avec aujourd'hui dans les Grandes Gueules David Dickens, directeur marketing du Cirque Phoenix. Nous sommes avec Maxime Liedo, étudiant en histoire, et Zora Bitan, cadre de la fonction publique. Des Grandes Gueules, vous avez pu entendre aujourd'hui à propos du président Macron qui, dans le cadre de sa réforme du système pénal, veut supprimer les peines de prison les plus courtes. On a évoqué le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il y a un élan derrière le Paris Saint-Germain aujourd'hui, quel que soit le club que vous supportez, pour qu'il élimine le Real Madrid? Et puis la bagarre, la bataille autour de l'héritage de Johnny Hallyday, cette fois-ci la prise de parole publique de Nathalie Baye sur ces sujets. Quoi qu'ait pu dire Zora, David ou Maxime, revenez prendre la parole tout à l'heure justement pour remettre les choses au clair, au point dans le GG. Vous à 12h45. Le grand oral, c'est maintenant. RMC, le grand oral des Grandes Gueules. C'est Jean-Marie Le Pen qui est avec nous pour le grand oral des GG. Bonjour Monsieur Le Pen. Bonjour. Fils de la nation, c'est le titre de ce premier tome de vos mémoires qui couvre la période qui va de votre naissance, le 20 juin 1928 à la Trinité-sur-Mer, la création du Front National en 1972. Depuis que le livre aux éditions Muller est sorti, il est numéro 1 des ventes sur Amazon. Vous êtes surpris par ce succès ? Non, étonné, pas surpris. Pourquoi ? Non, parce que voilà, je pensais que comme je n'ai pas beaucoup écrit et que j'ai été quand même une personnalité un petit peu contestée, un petit peu médiatisée dans la contestation, il est possible qu'il y ait un intérêt, donc je ne suis pas très étonné que les gens souhaitent en savoir plus sur quelqu'un dont il faut bien le dire qu'il a été assez bousculé par ses adversaires. Alors il y a une écrivaine qui est, elle, écœurée par ce succès, c'est Christine Angot. Elle l'a dit sur France 2, elle est écœurée par le succès de vos mémoires, ce succès témoigne, selon elle, d'un rapport ambigu des Français, je la cite, envers le nazisme et le fascisme. Oui, d'elle, c'est un compliment, si j'ose dire. Recevoir une critique de Madame Angot, c'est superbe. Mais qui sont vos lecteurs? Ce sont des électeurs du Front National? Non, c'est tout le monde. Non, je crois pas du tout. Je crois que ce sont les lecteurs français et étrangers d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que les Français. Non, je crois pas du tout ça. Et puis, mais si c'était le cas, comme Marine Le Pen a fait 11 millions de voix, à la limite, je pourrais pas espérer en faire autant. C'est une revanche? Comment? C'est une revanche pour vous? Revanche sur quoi? Sur les mésaventures dont vous estimez avoir été victime ces dernières années. Non, écoutez, j'ai vécu, je suis un combattant. Je m'étonne pas de prendre des coups, mais à condition d'avoir le droit d'en distribuer moi aussi. Or là, c'est là qu'il semble qu'il y ait une espèce de barrage où moi, je n'ai pas le droit de donner des coups, et là, la justice intervient pour punir. C'est une conception de la démocratie et de la liberté qui est très française. La France n'est pas un pays de liberté, Jean-Marie Le Pen? Relative. Il y a beaucoup d'interdictions, beaucoup de règlements, beaucoup de lois. Non, c'est pas aussi clair qu'on pourrait le croire, ou qu'on le dit en tout cas. Alors, les mémoires de Jean-Marie Le Pen, les Grandes Gueules ont lu ces mémoires, ont travaillé. C'est le cas de David Dickens. Oui, je laisse à Christine Angot ces considérations qui, à mon avis, polluent le débat et détruisent tout type d'argumentation qu'on peut vouloir fournir après. Donc moi j'irai pas dans cette direction. Ma première question, évidemment, on a réfléchi à énormément de questions, on a reçu même des injonctions de questions. Donc moi je vais m'attacher au livre et à la personne que vous essayez de peindre dans cette biographie. Donc travail, famille, patrie, c'est la devise que vous pardon. N'oublie pas le micro. Travail, famille, patrie, c'est la devise d'un courant de pensée que vous portez depuis presque 60 ans. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous assumez des responsabilités et si vous nourrissez des regrets dans, d'une part, l'échec à avoir porté ce courant de pensée aux plus hautes fonctions de l'État, et d'autre part, à avoir failli aussi dans un de ces points cardinaux qui est la famille, puisque vous avez sacrifié cette famille. Est-ce que ça valait le coup? Est-ce qu'on peut pas se dire à un moment tout ça pour ça? Moi, j'ai sacrifié ma famille. Au nom de la politique et de la carrière politique. J'ai pas sacrifié ma famille. J'ai eu 2 femmes, c'est toujours ce qui arrive, de minimum 30 ans chacune. Et j'ai eu 3 filles. J'ai eu 9 petits enfants et j'ai même une arrière-petite-fille. Je crois avoir fait pour ma famille ce que l'action publique me laissait comme loisir. Ah, vous êtes fâché avec une partie de votre famille, de vos filles. Oui, cela arrive. C'est pas banal, si j'ose dire. Si je
je m'appelais Johnny, ça serait encore bien pire. Les Le Pen, c'est un peu comme les... Les Le Pen, c'est un peu comme les Hallyday. Comment? Les Le Pen, c'est un peu comme la famille Hallyday. Non, il n'y a pas le même héritage. Mais vous avez prévu d'ailleurs sur l'héritage. Je ne suis pas mort. Et sur l'héritage justement, est-ce que tout est réglé? À quel point de vue? Est-ce que justement pour éviter des déchirements post-mortem... Vous savez que la loi française est très favorable aux enfants. Il n'y a pas de réservataire. Je trouve, moi, exceptionnellement favorable aux enfants. Trop? Non. Elle ne laisse que très peu de liberté de tester à la personne, en quelque sorte. Moi, je Prenons un cas concret. J'ai 3 filles, elles héritent automatiquement de 3/4 de mon patrimoine. Mais vous aimeriez pouvoir choisir disposer personnellement que d'1/4 de mon patrimoine. Je trouve que c'est pas tout à fait assez. Et vous aimeriez pouvoir choisir, par exemple, la loi californienne permet de choisir si on ne veut pas faire hériter ses enfants. Je ne parle pas de la loi californienne, je parle d'une amélioration de la loi française. Je pense que le testateur devrait avoir un peu plus de champ qu'il n'en a actuellement. Sinon, vous auriez pu déshériter vos filles? Non, mais je n'ai pas l'intention de les déshériter, malgré les difficultés que nous avons, c'est qu'ils font partie, en quelque sorte, de la vie. C'est assez banal, ça. J'ai pas eu de réponse à ma question, donc vous avez enchaîné sur une autre. Mais c'est un peu le principe de l'émission, David. Vous avoir des réponses aux questions. Alors, je sais pas, peut-être que je me trompe. Vas-y. Ma question, c'était de savoir si vous assumez des responsabilités et lesquelles dans cet échec à vouloir porter ce courant de pensée pour lequel vous vous êtes battu depuis 60 ans. Écoutez, au présidentiel, il y a toujours un échec, parce que c'est une alternative, c'est l'un ou l'autre. J'ai été une fois dans l'alternative, ça n'est pas si courant, ni si banal, et en effet, j'ai fait progresser, je pense, les idées qui étaient les miennes, et surtout les avertissements que je lançais se trouvent confirmés par l'évolution de la géopolitique, en quelque sorte, puisque ma grande inquiétude pour aujourd'hui, pour hier, pour aujourd'hui et pour demain, c'est l'immigration massive, déferlante, consécutive à la révolution démographique qui s'est produite au siècle dernier et actuellement, et qui a porté la population mondiale en 50 ans de 3 à 8 milliards d'habitants. Ça, c'est un phénomène qui ne s'était jamais produit dans l'histoire de l'humanité et dont les conséquences sont incommensurables. J'essaye de les prévoir et d'en défendre les gens que j'ai la charge. Pourquoi n'avez-vous pas convaincu? Pardon? Pourquoi n'avez-vous pas convaincu? J'ai convaincu tout de même. J'ai fait aussi quand même des millions de voix. Chaque fois que je me suis présenté, je n'ai pas été victorieux parce que quand j'ai été au 2e tour, il y a eu une mobilisation générale de l'ensemble de l'établissement dans tous ces domaines pour essayer de me barrer la route, y compris par la violence. Maxime Yeddo qui a lu également les mémoires. Oui. Il faut acheter votre livre parce que c'est un voyage au cœur d'une histoire française, vu certes par le prisme de votre personnage, mais je pense que ça peut aider à cerner aussi bien vos idées politiques que votre parcours. Néanmoins, ça a été relaté, mais il y a 2 grandes périodes historiques dont vous traitez, l'Algérie et cette période qu'on appelle le résidentialisme. Et j'ai l'impression que vous manipulez un peu l'histoire. Par exemple, vous parlez de cette fois le 10 juin 1940 où l'Assemblée donne les pleins pouvoirs à Pétain et vous dites donc que de fait il est illégitime. Mais par exemple, le droit, les lois de 1875 interdisaient qu'un homme ait les pleins pouvoirs. Et vous oubliez certains pans de l'histoire malgré les années que vous développez, comme tout ce qui s'est passé pour la rafle, toute l'implication de Pétain volontaire dans la manipulation en quelque sorte et dans les rafles. Comment vous pouvez expliquer cela? Écoutez, je suis pas l'avocat du maréchal Pétain. Ma formule s'est bornée à une phrase. Je ne crois pas que le maréchal Pétain soit un traître. Voilà. C'est ça mon affirmation. Je n'ai pas développé de soutien ni d'argumentation sur la politique de Vichy, ni celle du maréchal Pétain par rapport à l'occupation qu'il fallait connaître, parce que la différence, n'est-ce pas, c'est que la plupart des gens qui vont lire mon livre n'ont pas connu ces périodes-là. Et évidemment, c'est un manque extraordinaire, parce que je rappelle simplement mai 40, l'armée française et l'armée anglaise sont écrasées. Il y a 2 millions de prisonniers de guerre, il y a 5 millions de réfugiés sur les routes, et il y a le problème de savoir comment les 40 millions de Français vont manger demain,
travailler, survivre. D'accord, mais quand le Et tribunal... ça, je dois dire que le maréchal Pétain en prend la responsabilité et que c'est quand même plus facile de résister à Londres que de résister en France. Vous restez donc plus pétainiste que gaulliste aujourd'hui. Non, mais je suis ni pétainiste ni gaulliste. Je suis d'être objectif et de faire vivre le sentiment que j'ai eu à ce moment-là. J'étais un adolescent, un petit garçon et un adolescent pendant la guerre dont j'ai subi tous les inconvénients et les drames. Jean-Marie Le Pen, j'ai perdu mon père et en même temps notre gagne-pain, il faut bien le dire. Et puis j'ai subi les difficultés très grave qui était celle de ravitaillement, bref, et par conséquent, l'occupation allemande, Mais c'est le lot de tous les Français de votre génération. C'est le lot de tous les Français de votre génération, je crois, non? Oui, bien sûr, mais il en reste peu. Oui. Il reste peu de témoins. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne justifie pas nécessairement ce que vous développez comme théorie par rapport à Pétain. D'ailleurs, beaucoup de gens ont vécu la même chose que vous et ne partagent pas votre théorie sur à mon Pétain. avis, le maréchal Pétain n'était pas un traître. Voilà, c'est ça mon affirmation. Alors à ceux qui pensent le contraire, d'essayer de le démontrer et d'essayer de montrer ce qu'ils auraient fait, ce qu'ils auraient fait à sa place pour assurer la défense de 40 millions de gens dans un pays occupé par une armée étrangère victorieuse et en guerre. Il y a eu une autre période de l'histoire, Maxime en parlait, c'est la guerre d'Algérie, puisque vous avez fait cette guerre d'Algérie. Vous avez été accusé, notamment par Le Monde, c'était dans les années 2000, Le Monde qui avait publié un témoignage et une enquête. Vous avez été accusé d'avoir contribué à mettre en œuvre la torture à domicile. Vous y répondez dans vos mémoires. Non, mais c'est faux tout ça. Écoutez, j'ai été en Algérie, j'étais député. Je me suis, quand le gouvernement a envoyé le contingent en Algérie, j'ai estimé avec 3 autres de mes collègues, d'ailleurs, de mon devoir de me rengager. Je me suis rengagé, je suis immédiatement parti avec mon régiment, le premier étranger de parachutistes, à Suez, c'est pas d'abord. Et je suis revenu en Algérie où j'ai été pendant 3 mois. N'est-ce pas, commandant de compagnie, commandant d'une section dans une compagnie qui était commandée par Louis Martin, un personnage célèbre de la Légion étrangère, et par conséquent, les accusations qui ont été lancées contre moi l'ont été parce que j'ai dit parce que j'avais dit à mon commandant de compagnie, à mon chef de régiment, j'avais dit, moi je pourrais parler. Il voulait me muter. Il m'a dit, écoutez, on va avoir du travail de police à faire sur l'ordre du gouvernement socialiste, je le rappelle, et donc vous pouvez vous en dispenser. J'ai dit, écoutez, moi j'aurai la parole si je reviens, si je survis, eh bien je serai au Parlement, je pourrai parler. Vous, la grande muette, vous ne pouvez pas parler. Donc, je vous défendrai, d'où le pluriel de majesté que j'emploie. Oui, mais pourquoi avoir livré autant de détails intimes sur vous, Jean-Marie Le Pen, sur le petit garçon que vous étiez, sur votre maman, sur les filles, votre dépucelage et autres? Non, je vais pas donner de détails sur mon dépucelage. Non, quand j'ai dit qu'à 16 ans, j'avais perdu mon pucelage. Oui, pourquoi le préciser? Pourquoi avoir... Parce que c'est la vie. Non, oui, d'accord. Parce que c'est ce qui explique la personnalité de quelqu'un. C'est ce qui explique qu'à 16 ans, je ne suis plus un petit garçon, je ne peux plus me mettre dans les rangs en croisant les bras, et je deviens relativement un rebelle pour ce qui est l'autorité des collèges de l'époque, et je suis devenu un homme. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça prouvait très bien. Les épreuves, la mort de mon père, les difficultés... Et je suis devenu un homme, et par conséquent, je n'ai pas les mêmes réactions qu'un petit garçon, d'où les conflits que je vais avoir avec la direction des collèges qui vont se disputer l'honneur de me mettre à la porte. Non, mais ce que je veux dire, c'est que mémoires pouvaient très bien être les mémoires politiques. Or, vous avez voulu des mémoires intime aussi, Jean-Marie Le Pen. Je suis un homme complet, je suis pas un être politique sur tige. J'ai décrit ma vie telle qu'elle s'est déroulée, surtout à une période où je ne faisais pas de politique. Non, mais c'est parce que je l'ai fait de politique il y a 62 ans. Bien sûr. J'ai été élu député, je crois, il y a 62 ans pour la première fois. Mais avant, je ne faisais pas de politique. Mais est-ce que vous avez cherché un peu de compassion aussi à travers ce livre, ce dont non, je cherche pas. Il y a eu guerre de compassion à votre égard aussi. Pas de compassion, mais de
la compréhension. Une certaine réhabilitation. J'ai vécu une expérience humaine, je l'ai racontée de façon à ce que mes compatriotes sachent qu'un certain nombre de gens comme moi ont vécu comme ça, et pas toujours selon la théorie, les théories des partisans de la victoire qui ont écrit et décrit justement la France pendant et après. Pour aller un peu dans le sens de la question d'Alain, qu'est-ce que vous aimeriez que les Français se souviennent de vous à travers ces mémoires, retiennent de vous? Je crois que j'étais un homme droit qui s'est battu pour ses idées, un patriote sincère. Et puis voilà, je ne me fais aucune illusion dans le monde qui compte des milliards de galaxies. Donc je sais tout à fait à quelle place je suis. Jean-Marie Le Pen, vous restez avec nous. Suite du grand oral des GG dans un instant, avec questions de Zora, de Maxime et de David, bien sûr. Alors, ton dimanche? C'était super. Je me suis levée, lu mes messages. Oh, et j'ai regardé les infos aussi. Tranquille, dans le canapé. J'ai fait les courses. Et j'ai regardé une série. Et toi? Comment dire? C'était... Les GG du Grande Gueule sur AMC numéro 23, Maxime Yeddo, David Dickens et Zora Bitan et Jean-Marie Le Pen dans le grand oral des GG avec ce premier tome des mémoires, Fils de la Nation aux éditions Muller. Zora Bitan. Alors moi, la question que je voulais vous poser, c'est après toute une vie à batailler sur des idées, et en particulier celles liées à l'immigration, puisque c'est ce qui a fait quand même votre prospérité et votre existence. Même si moi je considère que pour moi le Front National n'a jamais été un de mes combats, parce que je considère que vous n'existez parce que les autres sont inefficaces et parce que les autres n'apportent pas les réponses aux Français et parce que les autres n'ont pas su traiter les conditions de vie des Français. Donc je fais pas partie de ces gens qui crient sur le Front National s'imaginant qu'en criant dessus il va finir par disparaître. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, et d'ailleurs l'histoire nous l'a montré, puisque votre fille aux dernières présidentielles a fait 8 millions de voix. Vous avez réduit votre combat à celui de l'immigration. Pensez-vous que c'était suffisant? Et moi je pense que non. Et derrière, avez-vous vraiment eu envie de prendre le pouvoir, ou n'était-ce pas finalement qu'une posture, que finalement un combat que vous saviez perdu d'avance, qui vous mènerait jamais au pouvoir? Et on le voit encore aujourd'hui. Et si vous aviez lu les programmes du Front National, dont le dernier, je crois, compte 250 pages, vous vous seriez aperçu que nous traitons absolument tous les problèmes, que nous avions même fait un shadow cabinet. C'est vous dire que notre intention, comme c'est tout à fait naturel, la seule motivation noble de la politique, c'est l'accession au pouvoir pour pouvoir mettre en œuvre les idées que l'on a. Bon, cela j'ai essayé, je me suis efforcé, mais je ne me suis pas limité à l'immigration. J'ai dit que c'était un phénomène capital, central, qui entraînait toute une série de conséquences sur l'insécurité, le chômage, les difficultés financières, la crise du logement, etc. Voilà, et que ce phénomène était au début de son commencement, qu'il allait grandir et prendre des proportions telluriques, et que notre société, ou bien ne le percevait pas, ou bien si elle le percevait, se gardait bien d'en parler, parce qu'il n'est pas très agréable de dire la vérité. Il paraît qu'il est bon de dire la vérité, mais elle n'est pas toujours agréable à entendre. Moi, j'ai souvent dit des vérités qui n'étaient pas agréables à entendre, et dans le rôle de Cassandre, je n'ai pas été ménagé plus qu'elle. Alors aujourd'hui, c'est Marine Le Pen, la présidente du Front National. Ce matin, elle a annoncé qu'elle annoncerait dimanche prochain le nouveau nom du Front National, qu'elle soumettrait ensuite au vote des adhérents. Il fallait changer de nom du Front National? Non, je trouve que c'est une sottise. Je l'ai clairement dit. Aucune organisation, qu'elle soit commerciale, économique, sociale, politique, ne change de nom. Et c'est une trahison de ceux qui l'ont constituée, qui l'ont vécu, et qui souvent se sont battus et sont morts pour elle. Il y a des arguments quand même avancés par Marine Le Pen et ses proches. Ils disent que la marque Front National
est certes aujourd'hui connue, reconnue, mais elle est aussi un frein psychologique. Certains ne votent pas Front National parce que c'est justement la marque Front National qui dérange. Et si demain ce mouvement veut faire notamment des alliances avec pourquoi pas d'autres mouvements de droite, eh bien le nom Front National est un repoussoir. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je crois pas du tout. On peut dire ça du Parti communiste, du Parti socialiste. Vous voyez dans quel état est le Parti communiste aujourd'hui. Toujours le repoussoir pour ses adversaires, bien évidemment. Le Front National a cette différence près, c'est que c'est le seul mouvement qui, dans les dernières décennies, s'est institué et maintenu, a perduré dans la politique française, il faut bien le dire, contre l'ensemble de l'établissement, contre toutes les forces coalisées de l'établissement. Alors justement, vous parlez des communistes. Il faut surtout pas qu'un communiste achète votre livre, sinon il fait une syncope. Et vous dites à la page 135, les bombes du FLN et celles de Daesh sont les filles de notre résistance communiste. Expliquez-moi le lien et qu'est-ce que vous tentez d'expliquer par cette phrase. Le lien, par exemple, entre Daesh et la résistance communiste. Non, mais écoutez, c'est une phrase que vous extrayez de son contexte. Celui-là est pire qu'un assassin. Il mérite objectivement le nom de terroriste, quelle que soit la sainteté de la cause qu'il invoque. Les bombes du FLN et celles de Daesh sont les filles de notre résistance communiste. Bien sûr, mais c'est ce que nous disaient d'ailleurs les adversaires du FLN. Comment vous expliquez ça? Les gens du FLN nous disaient, mais après tout, vous nous reprochez ce que vous exaltez dans votre propre histoire. Vous exaltez les actions violentes de la résistance contre l'occupation. C'est ce que nous pensons nous aussi faire quand nous luttons contre l'occupation française. Voilà. Vous êtes en train d'expliquer. Autrement dit, chacun a ses terroristes et Daesh est dans un moule qui est un moule historique assez connu. Donc en gros, c'est pas eux qui ont inventé le terrorisme. Mais est-ce que plus que la résistance communiste, c'est pas nos différentes interventions occidentales? La résistance communiste, soyons clairs, là, les communistes ont été collabos jusqu'en 41. En 41, ils sont devenus résistants quand leur patrie, l'URSS, a été attaquée par Hitler et l'armée allemande. Voilà. Alors ne mélangeons pas, si j'ose dire, les torchons et les serviettes. Voilà. Et la résistance communiste a pris des formes comment dirais-je, criminelle, individuelle, c'est-à-dire qu'elle a fait des attentats individuels en sachant et en voulant que ceci provoque des représailles de façon à enclencher le fameux système action et représailles. David Dickens, question. Alors, moi je suis désolé, je suis pas intéressé par l'exercice qui consiste à revenir sur les choses que vous avez pu dire par le passé et vous donner une tribune là pour pouvoir les expliquer, parce que ce qui m'intéresse c'est voilà, vous êtes un personnage au crépuscule de sa carrière politique qui donne le sentiment, comme nous tous, tout à fait, qui donne le sentiment de ne pas être dans la posture et d'être dans la sincérité. Donc moi je vais pas aller sur ce terrain-là, je vais vous poser des questions qui m'interpellent en tant que citoyen. Vas-y. En page 15, vous parlez de souche comme un élément qui est d'ailleurs un élément de langage très utilisé aujourd'hui, comme un élément qui justifierait une certaine hiérarchie entre les citoyens français. Est-ce que ceux qui pensent cela en se réclamant de votre courant de pensée ont tort, et est-ce que vous pouvez le leur dire? Écoutez, moi, ce sont les actes qui comptent. La première fois que je me suis présenté aux élections législatives, mon deuxième de liste était un Martiniquais. Et le commandant Sauvage, qui était un héros de Normandie-Niemen. Et j'ai été le premier homme politique à présenter la candidature d'un Arabe à la députation à Paris en 1957, et le premier à faire élire une musulmane au Conseil régional d'Île-de-France en 1986. Parce que dans ce domaine, je ne reçois pas facilement de leçons de gens qui n'ont pas fait autant que moi. C'est ce que je suis en train de vous demander, pardonnez-moi, c'est ce que je suis en train de vous demander, c'est que si ceux qui se réclament de votre courant de pensée pensent cela, vous êtes bien d'accord, vous venez de démontrer qu'ils ont tort. Non mais qui se réclame de mon courant de pensée? Par exemple, lorsque votre venue a été annoncée ici, et lorsque moi j'expliquais que je suis martiniquais, donc français depuis 1635, et que la région de Nice, chère à Alain Marchal ici présente, qui est niçois, donc qui est française depuis 1860, j'ai donc des souches plus anciennes que celles d'Alain Marchal. Absolument. Des gens se réclamant de votre courant de pensée me niaient cela. Donc je voulais vous faire parce que tu es noir, parce que tu es noir, des gens qui se réclament de mon courant de pensée. Mais qui sont-ils et où sont-ils? Comment se manifestent-ils au moment des élections? Monsieur Le Pen, on n'est pas dans la posture. Vous savez très bien ce que je veux dire là. C'est parce que tu es noir. Franchement, moi je suis pas en train de vous attaquer. Je cherche juste à avoir un
il y a des gens dans mon courant de pensée qui pensent comme moi. Ils sont relativement nombreux. Et est-ce que vous pensez, on est bien d'accord que le motif de la couleur de la peau n'est pas un élément qui fait la hiérarchie des citoyens français. Dans ce sens-là, pour moi, c'est très clair. Dans ce sens-là, la Jeanne d'Arc 2018, métisse, d'origine béninoise, ça vous choque ou pas? Je trouve que c'est une maladresse de la part des gens et peut-être une légèreté de la part des gens qui l'ont choisi. Pourquoi? Parce que parce qu'il faut que les gens correspondent à l'image que on s'en fait généralement. Je crois que c'est une personne très estimable par son comportement et qu'il n'y a pas de raison de la persécuter. En revanche, je ne lui aurais pas demandé d'incarner Jeanne d'Arc parce que parce qu'elle ne ressemble pas physiquement à l'image qu'on se fait de Jeanne d'Arc. Voilà. C'est une provocation selon vous? Jeanne d'Arc était une Lorraine et il me paraît qu'il ne faut pas aller quand même trop contre le courant de l'opinion esthétique et éthique, si vous voulez. On va faire les 50 ans de mai 68. Ça a été une tragédie pour la France, mai 68, Jean-Marie Le Pen? Ça a été plutôt une comédie qu'une tragédie, mais ses conséquences ont pu en être en effet désastreuses. Pourquoi? Et parce que c'était en quelque sorte l'anarchisme mondain qui est arrivé au pouvoir. Il est interdit d'interdire, on se permettait un certain nombre de choses et même des confidences sexuelles comme celle de Cohn-Bendit, etc. Donc ce courant-là, qui n'a pas été maîtrisé du tout par les pouvoirs et ni par celui du général de Gaulle ni celui de Georges Pompidou ou d'autres, n'est-ce pas? Eh bien, nous a accompagnés plus rapidement sur le chemin de la décadence qui nous menace gravement. On est menacé de décadence aujourd'hui, le pays. Oui, je trouve, oui, notre civilisation est décadente. Elle est décadente sur le plan démographique et elle est décadente sur le plan moral et intellectuel, je crois, oui. Quelles sont vos relations avec Marion Maréchal Le Pen qu'on a revu à une tribune à Washington? Est-ce que vous avez de bonnes relations? Est-ce que vous souhaitez qu'elle revienne en politique? C'est ma petite fille, c'est une de mes petites filles. Je la considère comme tout à fait remarquable sur un certain nombre de points, et en particulier l'intelligence, la facilité de présentation, d'élocution. Donc elle a démontré d'ailleurs en arrivant à 22 ans, la plus jeune députée de l'histoire de France. Elle a parlé, dans le fond, comme un parlementaire accompli. C'est l'avenir du Front National? Elle est, je ne sais pas, elle a quitté. Elle est meilleure que sa tante? Contre mon avis, personnellement, j'ai dit que j'étais en désaccord avec le fait qu'elle ne se présentait pas à la réélection. C'est ainsi qu'elle en a décidé. Je l'ai vue à la télévision aux États-Unis faire un discours avec une gestuelle, une présentation qui était excellente, il faut le dire, sur le plan médiatique, mais elle ne m'a pas demandé mon avis pour y aller. Elle est meilleure que sa tante. Elle ne m'en a pas rendu compte en revenant. Jean-Marie Le Pen, elle est meilleure que Marine Le Pen? Elle est meilleure que sa tante? Ça dépend sur quel terrain. Je pense politiquement, intellectuellement, elle est très bien douée. C'est vrai qu'on peut très difficile de comparer des êtres humains qui n'ont pas le même âge, forcément la même formation. Aujourd'hui, que pensez-vous de Donald Trump aux États-Unis? Est-ce que c'est un Donald Trump qu'il faut à la France, Jean-Marie Le Pen? Écoutez, moi, j'ai été le premier à annoncer que Donald Trump serait élu. C'est vrai. Je crois, en France. Et je me suis déclaré partisan de son élection contre l'établissement américain, en règle générale. Il me paraissait utile et sympathique qu'un citoyen, contre l'ensemble des forces classique puisse s'imposer avec l'appui du peuple. Voilà, ça c'est Trump avec ses qualités, ses défauts. Je constate que on fait du Trump bashing, et que tout ce qui arrive de mauvais c'est de la faute de Trump. Quand il fait trop froid, c'est Trump. Quand il fait trop chaud, c'est Trump. Quand il pleut trop, c'est Trump. Quand il pleut pas assez, c'est Trump. Bon, je crois qu'on charge un peu la mule et on le verra à la fin de sa 4e année. Moi, je voudrais revenir à vos mémoires. Voilà. Vous chantez partout, paraît-il. Et alors vous chantez bien, aussi bien du Céline Dion que les chants de la Wehrmacht.
Non, je chante pas les chants. International. Je ne chante pas, je chante la Wehrmacht. Je chante des chansons, des chants dont beaucoup sont issus. Je suis un officier de Légion étrangère, voyez-vous. Et à la Légion étrangère, ceux qui se battent et mouraient pour la France, c'était très souvent, quand j'y étais en tout cas, des gens qui étaient d'origine germanique. C'est comme ça. Et ils ont un rythme de marche que la France n'a pas. C'est très difficile de marcher auprès de ma blonde. Mais vous pourriez chanter du Céline Dion là ou pas, franchement? Comment? Est-ce que vous pourriez fredonner du Céline Dion? Non, je crois pas. Non. Pourtant c'est écrit, vous dites je chante du Céline Dion. Je suis de mon temps. Vous savez, moi, je suis plutôt Brel, Beko, Brassens. Vous avez écrit, vous chantiez Céline Dion aussi. Ouais. Comment? Mais là, j'en connais beaucoup là. Ouais. Moi j'ai une dernière je peux Alors, poser question, une question. Est-ce que vous regrettez les propos que vous avez tenus sur par exemple la Shoah? Je n'ai pas tenu de propos sur la Shoah. Le Bah, détail de l'histoire. Voilà. Non, c'est encore une faute qu'a commise d'ailleurs Jean Daniel dans son dernier éditorial, et en disant Jean-Marie Le Pen a dit que la Shoah, etc. Non, la chambre à gaz. La question qui m'était posée par le journaliste, c'était pareil. que pensez-vous des chambres à gaz? J'ai dit écoutez, j'en connais pas, j'en ai pas vu, je ne dis pas qu'elles n'ont pas existé, mais c'est un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui me paraît évident, et ça n'a absolument aucun caractère agressif ni outrageant. Est-ce que vous êtes- Alors, il est évident que quand on modifie la formule, non, c'est la même quand chose on pour remplace moi. un mot par un autre, quand on remplace les chambres à gaz par la Shoah, il est évident que ça a une autre Mais signification. un autre mais mot. C'est une trahison de ma pensée. Vous avez également utilisé le mot fourné. Pardon? Vous avez utilisé le mot fourné, c'était il y a pas très longtemps. Ah bon, et le mot fourné a une acception En parlant- péjorative. Est-ce que vous considérez... Le mot fourné n'a jamais été utilisé à aucun moment en relation avec les faits de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous considérez comme un négationniste? Non. Non. Mais je me considère comme un homme libre, qui a le droit de juger des choses et de ne pas être d'accord avec la doxa, avec l'opinion générale. Est-ce que vous êtes antisémite? Pardon? Est-ce que vous êtes antisémite? Non, je crois l'avoir. Parce que c'est le moment de vérité pour vous au crépuscule de votre mais histoire. je Est-ce ne que le vous suis êtes pas. antisémite? Si je l'étais, je vous le dirais, je ne le suis pas. Et je l'ai démontré par ma vie, par la manière dont j'ai mené ma vie. J'ai même combattu à côté de l'armée israélienne. Mais vous confondez, Ce que très monsieur. peu de gens ont fait. Mais vous confondez, monsieur Jean-Marie Le Pen, vous confondez la liberté d'expression et cette histoire de doxa. La doxa, c'est pas celle qui vous empêche de vous exprimer. C'est aussi parfois de dire que bon, vous n'avez jamais vu de chambre à gaz et c'est un détail de l'histoire. Mais enfin, c'est pas un détail. Ce n'est pas un détail. On n'a pas le droit de dire que c'est un détail. Je vous prends au mot. Si ça n'est pas un détail, qu'est-ce que c'est? C'est un tout. Autrement dit, d'après vous, il n'y a que cela dans la Deuxième Guerre mondiale, puisque ça n'est pas un détail, c'est donc un tout. Mais vous êtes enfermé dans votre propre raisonnement. Mais non, c'est 6 millions de personnes. Mais c'est pas la chambre à gaz qui fait. Mais c'est jouer sur les mots. C'est un autre phénomène. Mais- Et puis, ce sont des phénomènes qui se sont développés il y a 70 ans. Dans cette affaire, moi, j'ai pris des risques contre l'armée allemande que la plupart des gens qui me critiquent n'ont pas pris et n'auraient pas pris. Monsieur Le Conséquent, Pen, pourquoi je suis très faites-vous le libre. distinguo dans ces conditions Pardon. Pourquoi faites-vous le distinguo dans ces conditions, et vous avez repris Zora, entre la Shoah et les chambres à gaz? Bah, c'est pas du tout la même chose. La Shoah, Je vous demande de me l'expliquer. La Shoah, c'est la persécution des Juifs par le système nazi-allemand pendant la guerre. Et les chambres à gaz, c'est une méthode d'élimination qui, se semble-t-il, d'ailleurs, a été employée au camp d'Auschwitz. Bon, alors, c'est évident. Semble-t-il. C'est prendre un détail pour un tout. Et ça, c'est une... Semble-t-il, parce que vous en doutez encore. Ouais, voilà. Oh, écoutez, Non, mais c'est vous plaisir, n'allez pas vous me dites faire ce semble-t-il. genre. Les mots Vous n'allez pas me faire ce genre. Vous n'allez pas faire le genre de procès. Autrement dit, ma vie ne s'est pas limitée au mot torture en Algérie, ni au mot Shoah dans la Deuxième Guerre Mais on n'a pas mondiale. dit ça, la Comprenez que preuve. vous publiez une biographie qui doit renseigner sur vous, et Oui, il y a des choses qui ne dure sont pas 44 claires. ans. Et Nous dont ne sommes on pas- extrait, et dont on extrait Monsieur Le Pen, nous ne sommes ni des journalistes, ni des hommes politiques. Nous sommes des gens de la société civile qui nous interrogeons sur la personne que vous êtes et sur la personne que vous avez pu être.
Donc il est évident que quand dans une phrase, vous parlez d'Auschwitz en disant qui semble-t-il ont existé, il est tout à fait légitime que nous vous posions la question de votre doute sur cette question. Ne le pensez-vous pas? Semble-t-il, c'est pas un doute. Ah, semble-t-il, c'est l'expression littérale d'un doute, monsieur Le Pen, en français. Alors, attention. Écoutez, il faut nous donner des leçons de grammaire, je vous remercie. Je vous dis que semble-t-il, c'est l'expression littérale d'un doute. Mais j'en tiendrai compte désormais. Avec tout le respect que je vous dois. Avec beaucoup Est-ce que votre livre pourrait être, vous aimeriez qu'il soit adapté? Pardon? Est-ce que vous aimeriez que vos mémoires ou que l'homme Le Pen soit adapté un jour au cinéma ou à la télévision? Pourquoi pas? Moi, c'est de la liberté. Je vous dis, je ne me fais aucune illusion dans un monde où je sais qu'il y a des milliards de galaxies et que par conséquent, Jean-Marie Le Pen, mais aussi Monsieur Marchal et beaucoup d'autres sont très peu de choses. Merci Jean-Marie Le Pen d'être passé par le grand oral des GG. Merci beaucoup, fils de la nation, mémoire aux éditions Muller. Tout de suite, Jean-Jacques pour reparler des prisons avec David Dickens.